Le matin du jeudi 14 mars, à 7h45 précise, je me gare devant le bâtiment blanc de la rue de Rivoli à Paris. C'est la même place depuis 18 ans. Pas celle-ci exactement. Elle change les places selon les travaux. Mais c'est l'idée qui compte. Le même rituel, les mêmes gestes. La même lumière grise qui filtre à travers les nuages de printemps précoce. Il y a encore des taches de neige fondues sur les pavés, comme si l'hiver ne voulait pas tout à fait partir. Ma main se pose sur le volant une seconde de plus que d'habitude. Je reste là, le moteur éteint, et je regarde le bâtiment. C'est un bâtiment haussmannien classique, rien de spectaculaire. Blanc cassé, fenêtres hautes avec des volets gris. Un peu austère, un peu comme moi d'ailleurs. Je sais déjà ce qui va se passer aujourd'hui. Pas précisément, non, je ne suis pas une voyante, mais j'ai assez d'expérience pour reconnaître les signes. Les petites choses, les changements imperceptibles. Après 18 ans dans le même endroit, on développe une sensibilité. C'est comme la mer, qui sent l'orage avant qu'il ne vienne vraiment. Je m'appelle Géraldine Lestrade, j'ai 62 ans, et j'ai passé presque 2 décennies à bâtir quelque chose qui n'existe que dans ma tête, ou plutôt dans une clé USB grise qui pèse peut-être 30 grammes et qui ne vaut rien matériellement, mais qui vaut, littéralement, tout. Marchand & Associates, c'est un cabinet de conseil en gouvernance d'entreprise. Rien de très sexy, je vous l'accorde. Pas de start-up avec des fauteuils en plastique coloré et des smoothies gratuits et des tables de ping-pong au 2e étage. Non, c'est du vrai travail. Du travail qui se fait dans les coulisses. Du travail que personne d'autre ne voit, que personne d'autre ne comprend vraiment, mais que tout le monde a besoin qu'on fasse correctement. C'est pour ça que je suis restée si longtemps. Quand je suis arrivée en 2006, j'étais assistante de direction. Le titre était correct, mais il ne disait pas grand-chose. C'était comme un emballage de bonbons qui ne dit pas ce qu'il y a dedans. Le vrai titre, celui que je me donnais en silence chaque matin en montant cet escalier, c'était « Gardienne de la mémoire de cette entreprise ». Une garde, mais honnête. Une garde qui protège vraiment. Les clients de Marchand & Associates n'étaient pas des petites sociétés qui cherchent juste à avoir l'air professionnel. C'étaient des groupes industriels, des coopératives agricoles, des institutions financières régionales, des universités. Des organisations qui avaient besoin de savoir, avec certitude absolue, que leurs archives de conformité étaient intactes, sécurisées, inaccessibles à la corruption. Audit-proof, comme on dit en anglais. À l'épreuve de la vérification, à l'épreuve de tout. J'ai appris l'informatique de gouvernance en lisant tout seul des manuels. Des vrais manuels, pas des vidéos YouTube. La norme ISO 27001 sur la sécurité de l'information, la norme ISO 9001 sur la qualité, les standards européens, les directives de la Cour des comptes. Je lisais la nuit, à la maison, avec un café frais et des stylos pour prendre des notes. J'ai compris ces normes mieux que beaucoup d'ingénieurs certifiés qui les survolent juste pour passer un examen. J'ai construit une architecture de chiffrement pour nos archives que même nos propres développeurs, des jeunes très brillants avec des diplômes de l'INSA et de Polytech, trouvaient impressionnante. Pas de cloud, trop risqué, trop d'intermédiaires, trop d'endroits où les données peuvent s'échapper. Pas de solution commerciale générique. Elles sont bâties pour la commodité, pas pour la sécurité véritable. J'ai mis en place un système hybride, très complexe, avec redondance, avec backup en géothermie. Oui, vraiment, j'ai choisi la géothermie, stockée à Fontainebleau, chez un ami ancien polytechnicien qui avait des locaux vides et qui comprenait pourquoi c'était important. Et j'ai gardé la clé maître sur une clé USB, avec moi, toujours. Pas de copie en ligne, pas de backup cloud, juste moi et la clé, une promesse de papier. Pourquoi ? Parce que j'avais vu, dans les années 2000, comment les grands cabinets tombaient. Enron, Arthur Andersen. Les archives disparaissaient, ou elles étaient modifiées sans laisser de traces, ou elles étaient effacées. Les responsables gestionnaires perdaient tout accès en une nuit. Les enquêteurs trouvaient des données manquantes, des trous. Je n'ai jamais voulu être du côté des gens qui perdaient. Je voulais être du côté de ceux qui gardent. Thibaut Marchand est arrivé il y a 3 semaines exactement. Je me souviens du jour, un mercredi, la pluie, grise. Parce que c'était un mercredi qui sentait comme un changement. Il est nouveau vice-président, directeur général, pardon, faut dire les bonnes choses en français. Il a 36 ans, une génération après moi.
Il porte une montre Rolex Submariner qui coûte plus que ma Peugeot 308 que j'ai payée 15 000 € neuf en 2015. Il dit des choses comme « on doit disrupter le marché », c'est un mot qu'il aime beaucoup, et le legacy, ça pèse. Et je viens du digital, moi, tout est plus rapide dans mon monde. Sa voix monte sur les 3 derniers mots. Il a des cheveux qui sont visiblement coiffés avec quelque chose de très cher, un produit qu'on achète dans une boutique à Madeleine ou à République, pas à la pharmacie. Il appelle les réunions des Sync Meetings. Je crois que ça vient de l'anglais synchronize, et les documents des deliverables. Le premier jour, il a dit au directeur financier, un homme qui travaille ici depuis 17 ans, que les frais généraux étaient dégueux. Dégueux. C'est un mot qu'on n'utilise pas au boulot normalement. Le directeur financier a souri, nerveux, et j'ai su. J'ai su à ce moment exact. Je ne l'ai pas vu arriver vraiment, mais je l'ai senti. C'est comme ça qu'on sent les tempêtes, non? Pas en voyant les nuages sur l'horizon, ça c'est trop tard. Mais en sentant juste la pression atmosphérique qui change. La manière dont l'air devient différent avant même qu'il ne pleuve. Les oreilles qui bourdonnent légèrement. Le corps qui sent. Pendant 3 semaines, Thibaut a passé du temps avec les jeunes associés. Il les a emmenés prendre des cafés dans un nouveau lieu très branché, à République, un endroit avec des noms de cafés qui mélangent le français et l'anglais. Il a parlé de transformation digitale, c'est son 2e mot préféré. Il a annoncé qu'il voulait moderniser la structure et réduire les frais de personnel ancillaires. Ancillaire, c'est un mot que j'ai dû chercher dans un dictionnaire mental pour vraiment mesurer l'insulte. Ça veut dire supplémentaire, pas essentiel. Quelque chose d'accessoire. Un mot pour quelqu'un qu'on peut jeter à la poubelle sans que ça change vraiment la forme de la boîte. Jeudi dernier donc, j'ai reçu une convocation. Pas un email casual, une convocation formelle, tapée, avec l'entête du cabinet. La réunion était fixée à 10h30, avec Thibaut, seul, dans son nouveau bureau. Maintenant, assis dans ma voiture, avant d'entrer dans le bâtiment, avant même de sortir du stationnement, je repense à mon trajet depuis Fontainebleau. 1 heure de route. À 6 jusqu'à Paris, puis à 4, puis les petites routes qui serpentent vers la rue de Rivoli. De la musique classique à la radio. Du Debussy, je crois, c'était Debussy, le clair de lune, mais version orchestrale. Les mains sur le volant à 10h10, comme on apprend à l'auto-école, les yeux sur la route, presque sans regarder. Le corps qui conduit parce que le corps connaît ce chemin. Et cette sensation bizarre que le temps accélère et ralentit en même temps. Comme si je savais, vraiment su, que je ne reviendrais pas conduire cette route comme avant. Que quelque chose change aujourd'hui, et que ça ne revient jamais vraiment à ce que c'était. Je monte par l'escalier. L'ascenseur était en panne cette semaine. Il l'était depuis mardi. Mais je prendrai l'escalier de toute façon. Préfère les escaliers. Ça donne le temps de penser. Les murs sont beige. Ils l'ont toujours été, depuis 2006. Même couleur. Quelques affiches encadrées au palier, des certifications ISO, un prix que nous avions reçu en 2012 pour l'excellence en gouvernance, une photo de Laurent Chevalier à côté d'une ministre en 2010, une photo officielle, presque banale. Laurent était le directeur général avant. Un homme bon. Vraiment bon. Il a quitté l'entreprise il y a 4 ans pour écrire un livre sur la gouvernance. C'était une décision qu'on respectait. Le livre était excellent d'ailleurs. Pas un best-seller, ça n'aurait pas dû l'être, mais excellent, réfléchi, juste. Les gens qui le lisaient en avaient besoin. Quand je pousse la porte du bureau de Thibaut, le bureau qui était avant celui d'un associé senior, avant ça, je remarque immédiatement que son décorateur intérieur lui a fait changer les meubles. Fini les tables en chêne massif, les vrais fauteuils en cuir, les choses avec du poids. Maintenant, c'est du design minimaliste très coûteux, du gris, du blanc, du très cher, très vide. Les murs sont peints d'une couleur qui n'a pas de nom, quelque chose entre le gris et le blanc, neutre, aseptisé. Il y a un tableau, pas une photo, un vrai tableau abstrait, très moderne, très cher, qui ne veut rien dire pour moi. Il ne me regarde pas en face tout de suite. Il reste un moment sur son ordinateur portable, un MacBook Pro forcément, en train de taper quelque chose, comme si je ne venais pas de frapper. Puis il met l'écran en veille très lentement, délibérément. Géraldine,
il dit. Même pas Madame Lestrade, même pas bonjour, juste mon prénom, comme s'il allait me remettre à ma place dès la première seconde. Bonjour, je dis moi. Je reste debout. Il ne m'invite pas à m'asseoir. Je vais être direct. Il enlève ses lunettes, aussi designer que le reste, monture très fine, très minimaliste. Nous sommes en train de restructurer. Et dans cette restructuration, certains postes ne correspondent plus à nos besoins futurs. Je ne dis rien. J'écoute. C'est ce que je fais bien. J'écoute. J'attends. Je laisse les gens parler. Tu coûtes 87 000 € par an, en salaire, charges, avantages, et franchement, ce que tu fais, c'est du legacy purement, du travail qui date. Un stagiaire intelligent avec un an de formation et une bonne solution logicielle informatique, peut-être SharePoint, peut-être quelque chose de plus chic, c'est tout ce qu'il nous faut pour gérer les archives. Il pose ses mains sur la table. L'air climatisé souffle trop fort, j'ai froid soudain. Il y a quelque chose de triomphal dans son expression, quelque chose qui dit qu'il pense avoir fait un calcul très intelligent et qu'il attend mon admiration ou peut-être ma panique. Je comprends, je dis, et je comprends vraiment. Excellent. Donc, je te propose un départ volontaire avec 6 mois de salaire. C'est généreux pour une administratrice. Administratrice, pas assistante de direction. Moins que ça. Une personne qui administre, je suppose. Un robot. Quelqu'un sans expertise réelle. Et les archives ? Je demande calmement. Quoi, les archives ? Les archives système, le système de chiffrement, la clé de chiffrement. Vous savez, les 12 années d'archives de conformité pour tous nos clients. Les documents qui prouvent que nous avons respecté chaque engagement légal pour chaque contrat que nous avons signé. Vous savez, la chose qui protège littéralement cette entreprise si jamais la Cour des comptes appelle pour une inspection. Oui, ça, les archives. Il pense que je bluffe. Je le vois littéralement sur son visage, la petite contraction des yeux. C'est un homme habitué à ce que tout le monde bluffe. Il vit dans un monde de start-up où on dit « fake it till you make it » et tout le monde ment un peu. C'est ton job de mettre en place une transition. Non, je dis, c'est mon job de protéger les archives et je vais le faire. Il se renverse en arrière dans son fauteuil très cher et très vide. On entend le grincement du cuir neuf. Tu menaces la direction générale ? Je dis comment ça marche, mécaniquement, légalement. Nous nous regardons un long moment, peut-être 5 secondes, peut-être 10. Je vois qu'il essaie de me lire. Lui essaie vraiment. Moi, j'ai eu 18 ans pour apprendre à rester invisible, à rester opaque, à être une surface lisse que personne ne peut vraiment voir. Bon, il dit enfin. Ça part en soupir. Je vais faire appel à Édouard pour les détails légaux, mais voilà ce que va se passer. Céline va faire un contrôle de tes affaires professionnelles et t'aider à faire tes cartons. Tu as jusqu'à midi. Céline, c'est une stagiaire qui travaille depuis 4 mois chez Marchand & Associates. Elle a 23 ans. Elle a un accent du Pas-de-Calais très mignon, très doux. Elle apprend, elle prend des notes. Elle n'a aucune idée de ce qui arrive. Je me lève. D'accord, je dis. Et la clé ? Je mets la main à ma veste. Mon cœur ne s'accélère pas. C'est intéressant. Je ne suis pas paniquée. Je mets la main à ma veste et je sors la clé USB. C'est une vieille clé, le genre des années 2000, en plastique gris, rien de fancy du tout. Kingston, je crois. Un modèle qui ne coûte plus rien maintenant. Je la sors lentement du bout des doigts. Je la tiens entre mon pouce et mon index. Voilà. Thibaut tend la main. Non, je dis. Je garde ça. C'est pas possible. C'est parfaitement légal. C'est une responsabilité personnelle. C'est ma signature, littéralement, sur chaque accès. Contrôlez auprès d'Édouard si vous voulez. Mais cette clé, je la garde, et elle reste protégée jusqu'à ce qu'il y ait une transition documentée vers quelqu'un de compétent. C'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Je vois la rage monter dans son cou. Ses doigts se crispent un peu sur la table, les articulations qui deviennent blanches. Ok, il dit. Il essaie de reprendre du contrôle. On en reparlera avec Édouard. Maintenant, tu peux disposer. Je sors du bureau avant qu'il ne change d'avis, avant qu'il ne crie,
avant qu'il ne fasse quelque chose qui le rendrait encore plus ridicule que ce qu'il vient déjà de faire. Céline m'attend à mon bureau. C'est un petit espace au 2e étage, avec une fenêtre qui donne sur la rue de Rivoli. Pas vers les beaux bâtiments historiques, non, juste vers les toits gris et les cheminées. Je reste debout pendant qu'elle apporte des cartons de déménagement, des vrais cartons. Des boîtes de déménageurs professionnels, blanches, avec du ruban adhésif marron. Pas même les petites boîtes d'archives. C'est un signal, un symbole très direct, évidemment. « Je suis vraiment désolée », dit Céline. Elle a les yeux presque rouges. Elle a pleuré avant de venir ici, je pense. « Tu n'as rien à être désolée pour. Ce n'est pas ta décision, ce n'est pas ta faute. » Quand même, c'est pas juste. On ne parle plus après ça. On travaille. Je prends les choses qui m'appartiennent, j'enlève les photos de mon bureau. Il y a une photo de ma fille Isabelle à la remise de diplôme à Bordeaux en 2011. Elle sourit, elle porte un foulard noir. Elle n'avait que 22 ans. Il y a une photo de moi avec Laurent Chevalier et ses 2 enfants, un garçon et une fille, au mariage de sa plus jeune en 2018, dans le Périgord, sous une tente blanche. Tout le monde est en couleur, en sourire. Il y a une photo très vieille de moi avec mon mari, avant qu'il ne meure en 1997, en 1992 précisément, quelques années avant qu'on se marie vraiment, en voyage en Normandie. Nous étions jeunes, nous ne savions pas ce qui venait. Je mets tout dans les cartons très délicatement, comme si je déballais de la porcelaine, pas les restes de ma vie professionnelle. Je vide mes tiroirs. Je n'ai pas beaucoup de choses personnelles ici. Une mug qui dit « meilleure administratrice du monde ». Un cadeau ironique qu'on m'avait fait en 2014 lors de mon anniversaire. Des stylos, des post-it jaunes, un paquet de mouchoirs Kleenex. Les choses ordinaires, les choses qu'on oublie qu'on a. Céline m'aide à porter les cartons jusqu'à ma voiture. Elle ne parle pas. Elle regarde juste, avec un air d'injustice qu'on ne voit que chez les gens jeunes qui croient encore vraiment que la vie doit être juste. Qu'il y a une logique, qu'il y a une raison. Il est midi. Tout pile midi. La minuterie de Thibaut était exacte. Je rentre à Fontainebleau. La route est complètement vide. C'est jeudi, c'est un jour gris. Tout le monde est ailleurs, au travail, là où ils sont censés être. Je mets la radio. Il y a un reportage sur les changements climatiques. Je l'éteins. Je ne peux pas écouter du déprimant aujourd'hui. À 14h15 précise, mon téléphone sonne. C'est mon ami Luc, le polytechnicien avec la géothermie à Fontainebleau. « Les gens de la Cour des comptes sont ici », il dit. Sa voix est calme, mais précise. Il me demande si j'ai les archives. Je leur ai dit que c'était sécurisé, que les données étaient ici, que la clé était ailleurs. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les archives sont intactes? Complètes? Oui, naturellement. On a testé le système il y a 2 semaines. Tout est vérifié, tout est bon. Aucun problème. Parfait, je dis. Garde tout complètement fermé. Donne-leur aucun accès. Dis-leur que tu as des responsabilités de sécurité qui vont au-delà du cabinet. Ne donne rien à personne. Et je raccroche. Parce que je sais déjà, avec une certitude très froide, ce qui est en train de se passer à Paris, en ce moment exact, à la rue de Rivoli. La Cour des comptes, le calendrier, la visite surprise. Tout ça ensemble. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est jamais une coïncidence. À 14h30, la Cour des comptes frappe à la porte de Marchand et Associates. Pas une visite programmée, planifiée, acceptée. Une inspection surprise. Une visite qu'on n'a pas demandée. Je le sais parce que Céline m'a envoyé un message WhatsApp 3 minutes après, à 14h33. OMG, il y a des inspecteurs ici. 2 femmes et un homme très sérieux. Thibaut est complètement paniqué. Il y a quelque chose avec les archives. On ne peut pas accéder aux archives de conformité. C'est quoi qui se passe? Je ne réponds pas. Je mets juste le téléphone en mode silencieux. Je reste assis à ma table de cuisine à Fontainebleau avec un verre d'eau. À 15h, Thibaut m'appelle. Je reconnais le numéro. Je sais exactement qui c'est. Et la première chose que je remarque tout de suite, c'est que sa voix a complètement changé. Il n'y a plus rien du start-up boy qui disrupte, plus rien du « je viens du digital » ou du « legacy ». Il y a juste de la panique, épaisse, visqueuse. Je peux presque la sentir par le téléphone. « Géraldine », il dit, et il essaie de rester professionnel.
mais je l'entends respirer un peu trop fort, trop vite. On a besoin d'accéder aux archives de conformité, immédiatement. C'est une inspection de la Cour des comptes. Je sais, je dis simplement. Tu sais? Comment tu sais déjà? J'en suis sûre, je dis juste. C'est la vérité technique. Ok, ne joue pas ça, s'il te plaît. Je ne plaisante pas. J'ai besoin de la clé, tout de suite. Non, je dis. Pardon? Je ne peux pas te la donner, ce n'est pas approprié. Tu es en train de bloquer une inspection gouvernementale? Tu réalises que c'est un crime? Je sais que ce n'est pas un crime. J'ai passé 18 ans à apprendre mes responsabilités légales, celles de la Cour des comptes, celles du droit administratif français, mais je ne le corrige pas. La clé va être accessible, je dis calmement. Mais pas par toi, pas par le cabinet. Elle va aller à la Cour des comptes par un canal différent, et je raccroche. Je suis assise dans ma cuisine à Fontainebleau. Il y a un jardin devant la maison, très petit, 4 mètres par 6 mètres, avec des roses qui commencent à fleurir. Très tôt cette année à cause du printemps précoce. Les tiges sont encore fragiles, délicates. Elles auront besoin d'un tuteur très bientôt, avant une semaine, avant qu'elles ne cassent sous leur propre poids. Les 3 premiers jours sans le travail, c'est étrange. C'est comme si le temps changeait de vitesse. Quand on a une routine depuis 18 ans, minuit, même structure, quand on se réveille à 6h30 tous les jours sans alarme parce que le corps sait, quand on sait exactement combien de temps il faut pour arriver à la rue de Rivoli par la route 6, quand chaque jeudi il y a une réunion à 14h avec les responsables des archives clients, quand chaque mardi matin on vérifie les sauvegardes et les backups, quand tout ça disparaît en 1 heure, vaporisé, le corps devient étrange, désorienté, comme une marée sans lune. Je me réveille à 6h30 quand même, Nandi. Le corps ne le sait pas encore. Puis je reste au lit, à regarder le plafond. Puis je me lève, je prépare du café. Puis je m'assieds. Je bois mon café lentement. Je regarde par la fenêtre. Les roses ont besoin du tuteur. Vendredi soir, c'est ma fille qui appelle. Elle s'appelle Isabelle. Elle travaille pour un groupe viticole à Bordeaux, la Maison Édouard. Elle est directrice des relations publiques. Elle a 37 ans maintenant. Elle m'appelle 1 fois par semaine, généralement le dimanche soir. Mais cette semaine, c'est vendredi matin. « Maman, je sais, » elle dit. « Comment tu sais ?»« Céline a posté sur Facebook que toi et... enfin, que le cabinet traversait des changements structuraux. Et tu me dis pas les choses sérieuses directement. Depuis quand tu ne m'appelles pas quand quelque chose d'important arrive ?» Je souris un peu. Elle a raison. Elle a toujours raison, Isabelle. « Ça va bien, » je dis. « C'est une bonne chose, peut-être. Une porte qui ferme. Tu faisais ça depuis plus longtemps que j'ai vécu avec toi, » elle dit doucement. « Depuis avant ma première année de lycée. Je me souviens, j'avais 13 ans. C'est vrai, depuis 2006. Elle avait 13 ans. Maintenant, elle en a 37. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas encore. » Après qu'elle raccroche, je reste à regarder mon téléphone. Il y a 4 messages WhatsApp de Céline qui sont venus pendant la journée. Je les lis lentement. C'était une journée folle, le premier, envoyé à 18h32. Les inspecteurs de la Cour des comptes sont restés jusqu'à 18h. Thibaut était pâle, genre vraiment pâle. Je pensais qu'il allait avoir une attaque. Il cherchait des archives de conformité sur les 3 derniers ans, le deuxième à 18h45. Thibaut a dit à Marguerite, c'est le nom de l'inspectrice senior, je crois, que tout était chez toi, ou plutôt que tu avais bloqué l'accès exprès. Elle a dit quoi ? Le troisième à 19h10. Elle a dit « Si c'est du sabotage, c'est un crime. Si c'est de la sécurité informatique correctement implémentée avec une chaîne de responsabilité personnelle, c'est une signature d'une personne qui comprend. Elle a l'air de te connaître. Elle a demandé à Thibaut « Géraldine Lestrade travaille toujours ici ?» Marguerite Fournier, c'est son nom complet. Elle est inspectrice senior. Thibaut a regardé vraiment, vraiment mal quand elle a posé ta question. Je connais Marguerite Fournier. Pas personnellement, pas vraiment, mais j'ai suivi une formation intensive avec elle en 2009 sur les normes de gouvernance d'entreprise.
Elle était encore inspectrice junior à l'époque. Très compétente, minutieuse, honnête. C'est le genre de personne qui remarque les détails, les manques, les trous dans une histoire. Samedi, un courrier arrive par la poste. C'est une lettre officielle de maître Édouard Dufour, le conseil juridique du cabinet Marchand et Associates. C'est une mise en demeure formelle, sur papier et en tête. Elle dit que je suis en possession illégale d'un bien de l'entreprise, la clé USB contenant les archives de conformité, et que je dois la rendre dans les 48 heures, sinon il y aura des poursuites pour vol de propriété intellectuelle et pour obstruction à une enquête officielle. Je plie la lettre soigneusement, je la mets dans une enveloppe de dossier. Je ne réponds pas. On ne répond jamais aux mises en demeure avec du droit. On les lit, on les comprend, on décide, et on agit selon sa décision. Samedi après-midi, 3 emails arrivent. Le premier est de Thibault, envoyé à 14h21. Géraldine, nous avons besoin de discuter sérieusement. Appelle-moi à ce numéro, c'est un numéro personnel. C'est une urgence. Le deuxième email est d'Édouard Dufour, à 15h08, qui réitère la mise en demeure avec des termes plus légaux, plus menaçants, plus techniques. Le troisième email est de quelqu'un que je ne connais pas, une Véronique Mercier qui se présente comme la nouvelle directrice des opérations du cabinet. Elle dit « Madame Lestrade, je comprends qu'il y a eu des malentendus. On peut résoudre ceci calmement entre personnes raisonnables. Peux-tu venir lundi matin pour discuter ? On peut arriver à un accord, je suis sûre. » Je supprime les emails. Pas juste delete, je les supprime vraiment. Je vide la corbeille aussi. Shift delete, pour qu'il ne reste aucune trace. Dimanche, je reçois un appel de Thibault. Je reconnais le numéro au premier coup d'œil. Je ne réponds pas. Il laisse un message vocal. Sa voix est rauque et brisée, comme s'il avait crié ou pleuré, ou les deux. « Géraldine, s'il te plaît, je t'en supplie. La Cour des comptes va revenir lundi. Ils vont mettre des scellés sur les dossiers si on ne peut pas montrer complètement qu'on a les archives. Ça va détruire le cabinet, littéralement. Ça va nous détruire tous. Je t'ai traité mal, je sais. J'ai parlé sans réfléchir, sans respecter ce que tu faisais vraiment. Appelle-moi. » Je ne rappelle pas. Lundi matin, je me réveille comme d'habitude à 6h30. Mais cette fois, je ne reste pas au lit à regarder le plafond. Je me lève. Je prends une douche très chaude. Je m'habille avec mon meilleur tailleur gris, le seul tailleur vraiment bon que j'ai, acheté il y a 3 ans à Paris pour un congrès. Je mets du maquillage, pour la première fois depuis mercredi. Pas beaucoup, un peu de fond de teint, du mascara, du rouge à lèvres discret mais présent. Je prépare du café dans une thermos en acier. Je descends à ma voiture. Je conduis jusqu'à la gare de Fontainebleau. Je gare la voiture au parking. Je prends le train de 8h04 pour Paris. C'est un train transilien, pas très rapide, mais régulier. Il arrive à Gare de Lyon à 9h10. Je prends le métro, ligne 1, direction Château de Vincennes, puis changement à Champs-Élysées-Clémenceau, jusqu'à Madeleine. Je remonte à la surface à 10h moins le quart. Il fait beau lundi. Le soleil de mars qui promet le printemps sans vraiment le livrer. Les femmes à Paris ont déjà changé leur manteau pour des vestes plus légères. Tout le monde marche plus vite, plus de but. Je suis maintenant sur la rue Cambon. Le bâtiment de la Cour des comptes est un vieux bâtiment haussmannien très majestueux, avec des fenêtres hautes et du marbre gris à l'intérieur. J'entre par la porte principale. Il y a un agent de sécurité. Je dis « Je voudrais parler à Marguerite Fournier, s'il vous plaît », de la part de Géraldine Lestrade. L'agent de sécurité me regarde un instant. Il ne demande pas qui je suis ou ce que je veux vraiment ou pourquoi une femme de 62 ans veut parler à une inspectrice senior. Il appelle quelqu'un à l'interphone. Il dit quelque chose à voix basse. 2 minutes après, Marguerite Fournier descend l'escalier. Elle a un petit peu changé, mais je la reconnais. Elle a plus de cheveux gris maintenant. Environ la même proportion de cheveux gris que moi, d'ailleurs. Presque 50-50. Elle porte un costume très sérieux, très bleu marine. Elle sourit quand elle me voit. C'est un vrai sourire. « Madame Lestrade », elle dit, et elle me serre la main fermement. « Inspectrice Fournier », j'ai dit, « merci de me recevoir. »« Venez », elle dit, « venez prendre un café avec moi. » Nous montons dans son bureau au 4e étage. C'est un bureau normal, fonctionnel, avec beaucoup de dossiers, beaucoup d'archives papier. Pas de finition design.
Juste du travail, sérieux, utile. Il y a une fenêtre qui donne sur la place Vendôme, la place avec la colonne au centre. Le soleil entre par la fenêtre. Je sais pourquoi vous êtes ici, dit Marguerite. Elle prépare du café avec une petite machine Nespresso très discrète dans le coin du bureau. Pas fancy, juste efficace. Vous avez visité Marchand et Associates. Oui. Une inspection de routine, devenue nettement moins routine. Elle me donne une tasse. Le café est bon. Elle s'assied à son bureau, pas derrière, à côté de moi. Position égale. Dites-moi exactement ce qui s'est passé, depuis le début. Alors je raconte. Je raconte les 18 ans. Je raconte le système de chiffrement que j'ai bâti, moi, de mes propres mains et de ma propre tête. Je raconte ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait, comment j'ai maintenu l'intégrité complète des archives. Je raconte Thibaut. Je raconte mercredi. Je raconte la mise en demeure. Je raconte tout, calmement, précisément, sans émotion, mais avec clarté. Chaque détail, chaque date, chaque conversation. Marguerite écoute. Elle ne m'interrompt pas une seule fois. Elle prend des notes, de temps en temps, avec un stylo à encre noire. Elle hoche la tête, légèrement. Quand j'ai fini, elle reste silencieuse un long moment. Elle boit un peu de café. « Et vous avez la clé ?» elle demande. « Oui, » je dis. Je la sors de ma veste. Elle est exactement où elle a été depuis jeudi. Je peux la donner à la Cour des comptes officiellement, avec une documentation complète, une déclaration sous serment, les protocoles d'accès, les manuels, tout ce qu'il faut pour accéder, vérifier, comprendre. Pourquoi me la donner à moi plutôt qu'au directeur général du cabinet ? Parce que le directeur général est en conflit d'intérêts, parce que j'ai une obligation de conformité qui dépasse le cabinet et qui va au niveau de l'État, parce que vous êtes le représentant de l'État, et parce que je ne veux pas que ces archives disparaissent ou soient compromises. Marguerite sourit un peu. « Vous êtes quelque chose, Madame Lestrade. » « Je suis une gardienne, » je dis. C'est tout ce que je suis. Une gardienne. Marguerite me demande de signer un formulaire très officiel de chaîne de responsabilité. Chaîne de traçabilité. C'est un formulaire de l'État, avec des numéros de série officiels et des dates précises. Je signe. Je donne la clé USB. Marguerite la met dans une enveloppe d'évidence très spécialisée. Elle scelle l'enveloppe avec du papier gommé. Elle signe sur le sceau de ses initiales. Une autre inspectrice, Béatrice, qui travaille avec Marguerite, elle prend une photo numérique de l'enveloppe avec un appareil photo de la Cour des comptes pour avoir un eurodatage officiel, numérique, incontestable. Tout est documenté, tout est transparent, tout est légitime. Marguerite me donne aussi un manuel d'accès aux archives. C'est un document que j'ai écrit moi-même, il y a 4 ans, quand j'ai réalisé que je devais documenter comment tout ça fonctionne au cas où quelque chose m'arrive. Il explique comment la clé fonctionne techniquement. Il explique quels fichiers contiennent quoi. Il explique comment vérifier l'intégrité des données. Il explique les protocoles de sécurité. Je le reprends de mon sac. J'en avais apporté une copie papier au cas où, parce que je suis préparée. « Vous aviez prévu pour tout ?» dit Marguerite. « J'ai eu 18 ans, je dis. Ça donne du temps pour penser. Et si nous trouvons quelque chose d'irrégulier dans ces archives ? Vous trouverez la vérité, je dis. C'est la seule chose que ces archives contiennent. La vérité complète de ce qui a été fait, signé, archivé. Rien d'autre. Je quitte la Cour des comptes à 10h45. Je descends les escaliers très lentement. Je sors dans la rue Cambon. Le soleil est plus fort maintenant. Je décide de ne pas prendre le métro tout de suite. Je marche. Je remonte vers la rue de Rivoli, vers le bâtiment blanc. Je passe devant, je ne rentre pas, j'observe juste, puis je continue à marcher. Je pense au café où Laurent Chevalier et moi nous nous réunissions toujours, le jeudi après-midi, avant qu'il ne quitte le cabinet. C'est un petit café très caché à côté du Louvre, très parisien, très vieux. Les touristes ne le trouvent jamais parce qu'il n'y a pas de grandes fenêtres. Il faut savoir qu'il existe. Je vais au café. Je m'assieds à ma table. Oui, c'est ma table. C'était toujours le même endroit. J'avais l'habitude de m'asseoir au fond à gauche. Je commande un Perrier. Je regarde les gens passer dehors. Une femme avec un chien très petit, une sorte de terrier, très élégant. Un homme qui téléphone avec un accent anglais très fort.
Une classe de jeunes étudiants qui rient trop fort sur quelque chose de pas drôle. Mon téléphone vibre. C'est un appel de Marchand & Associates. C'est l'accueil. Je ne réponds pas. Puis un email de Thibault arrive sur mon téléphone. Je le lis. Il dit « Les inspecteurs ont accédé aux archives grâce à toi. Merci. Nous devons parler. Peut-être demain ?» Je mets le téléphone en mode silencieux complètement. Le lendemain, mardi, un email arrive. C'est de Laurent Chevalier. Il dit « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Peux-tu me rencontrer mercredi, au café habituel, à 14h ? Je pense qu'on devrait parler. » Mercredi arrive. Je vais au café. Laurent y est déjà, assis à une autre table, près de la fenêtre. Il a vieilli depuis la dernière fois que je l'ai vu, il y a presque 2 ans, à une conférence de gouvernance à Lyon. Ses cheveux sont plus gris. Ses yeux ont des rides profondes, des lignes qui montrent la pensée, l'âge. Mais il sourit quand il me voit, et c'est un vrai sourire, un sourire de reconnaissance. « Géraldine », il dit. Il me serre la main. Puis il s'arrête. Il y a un moment, presque d'hésitation. Puis il me serre dans ses bras très brièvement, peut-être 2 secondes, très franchement. Nous nous asseyons. Il commande un café crème. Je reprends mon Perrier. « Racontez-moi tout », il dit. Je raconte. Laurent écoute comme Marguerite avait écouté. Mais Laurent, il connaît déjà le contexte. Il connaît les personnes. Il sait ce que ça signifie vraiment. Il connaît le cabinet, il connaît Thibault par réputation, il connaît Édouard Dufour depuis des années. Quand j'ai fini, il reste silencieux un long moment. Il boit un peu de café. « Vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire », il dit enfin. « Pas bien, correctement, c'est différent. Vous avez suivi les règles, vous avez protégé les archives, vous avez préservé l'intégrité. Et Thibault ? Les inspecteurs ont trouvé des irrégularités dans les 3 dernières semaines, des contrats incomplets, des dépenses non documentées, des tentatives de modifier les protocoles de gouvernance sans approbation officielle. C'est grave, très grave. Il sera poursuivi ? Probablement pas criminellement, mais professionnellement, c'est fini pour lui. Il sera suspendu vendredi. Il demandera probablement une résignation volontaire après pour éviter les poursuites civiles. Je bois un peu de Perrier, c'est frais, c'est bon. Le cabinet va avoir besoin d'une direction, dit Laurent. Quelqu'un de stable, quelqu'un que les clients vont faire confiance, que les autorités vont respecter. Je vais reprendre la direction générale, provisoirement au moins, peut-être de manière plus permanente. Je dois revenir. Et votre livre ? Je vais continuer. Mais je peux faire les deux. Je dois faire les deux. Laurent pose sa tasse. Géraldine, je veux vous proposer quelque chose. Un poste de consultante senior, en conformité gouvernementale, archives, sécurité informatique. Vous garderiez votre salaire, augmenté parce que vous méritez vraiment cette augmentation et parce que nous vous avons traité mal, injustement. Vous seriez une consultante, pas une employée. Vous auriez de la flexibilité, du pouvoir, de la liberté. Et les archives ? Les archives resteront sous votre responsabilité personnelle. C'est comme ça que ça aurait dû être depuis le début. Je pense au bâtiment blanc. Je pense à ma petite table 2e étage. Je pense à Céline. Je veux que Céline soit formée progressivement, je dis. Elle doit apprendre le système de fond en comble. Entendu, dit Laurent. Et je veux une lettre d'excuse officielle du cabinet pour la mise en demeure. Écrite, signée, archivée. Entendu. Et je prends mes décisions au sujet de quel client je veux servir. Je choisis les contrats. Entendu, dit Laurent à nouveau. Vous êtes une personne qui sait ce qu'elle veut. Non, je dis. Je suis une personne qui sait ce qu'elle doit faire. C'est différent. Ça n'a rien à voir avec vouloir. 2 semaines passent. Le processus légal se termine. Thibault a démissionné, pas suspendu finalement, mais pas non plus une démission complètement volontaire. Ils ont trouvé un accord amiable. Il retourne à Paris-Dauphine pour faire un MBA. Du moins, c'est ce qu'on dit officiellement. Quelqu'un d'autre murmure qu'il retourne en Suisse pour un job dans une start-up. Que importe, il n'est plus là.
Il n'existe plus vraiment pour cette histoire. Je reprends mon bureau, pas le même bureau, pas celui avec la vue sur la rue de Rivoli. Un bureau au 3e étage maintenant, plus grand, avec une meilleure vue, un vrai espace de travail, une vraie reconnaissance. La photo de ma fille Isabelle, la photo de Laurent et ses 2 enfants, la photo très vieille de mon mari. Elles sont toutes remises sur le bureau, dans de nouveaux cadres. Céline vient une fois par semaine maintenant, le vendredi matin, pendant 2 heures. Je lui explique les protocoles step by step. Je lui montre les sauvegardes. Je lui explique pourquoi on utilise la géothermie plutôt que le cloud, les risques, la sécurité, la responsabilité. Elle prend des notes. Elle a l'air enthousiaste. Elle comprend. Un jour, elle demande « C'est difficile de garder autant de secrets ?»« Ce ne sont pas des secrets, » je dis. « C'est de la sécurité, c'est différent. Les secrets, c'est quelque chose qu'on garde pour soi-même. La sécurité, c'est quelque chose qu'on garde pour les autres, pour les protéger. » 3 mois après mon départ, ou plutôt mon nouveau départ, Laurent me demande un service. Il y a un cabinet concurrent qui demande un audit externe complet, pas parce qu'il y a des problèmes, mais parce qu'ils veulent vraiment renforcer leur gouvernance. Ils demandent une consultante expérimentée. « Ça vous intéresse ?» demande Laurent. « Quel cabinet ?» Archibald et Associés, sur la rive gauche. C'est un petit cabinet très prestigieux, très conservateur, très vieux Paris. Je ne les connais pas bien, mais je les respecte. « Je peux vous envoyer ma proposition ?» je dis. Ils vous attendent vendredi à 14 heures. Je prépare ma proposition sur 2 jours, minutieusement. Je prépare une analyse détaillée de ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils devraient faire, le coût exact, le timeline. Je prépare un curriculum vitae, le premier curriculum vitae que j'ai jamais écrit vraiment. J'ai passé 18 ans sans jamais avoir besoin de l'écrire. Maintenant, c'est un document de 4 pages, précis, honnête. Vendredi à 14 heures, je suis dans le cabinet Archibald et Associés. C'est un bâtiment très vieux, très bien conservé, avec un escalier qui remonte très haut, des marches en marbre usées par les pieds. Les associés m'attendent dans une salle de réunion très formelle. Il y a 4 associés, 2 femmes et 2 hommes. L'une des femmes s'appelle Christiane. Elle a environ mon âge. Elle a l'air de me reconnaître d'une conférence il y a longtemps, environ 10 ans peut-être. Je leur donne ma proposition. Je leur parle pendant 1 heure. Je ne lis pas mon papier. Je parle simplement. Je sais ce que je dis. J'ai dit ce genre de choses pendant 18 ans. Comment protéger, comment documenter, comment vérifier, comment conserver. Simplement pas à haute voix, en réunion formelle. Quand j'ai fini, il y a un silence. Puis Christiane parle. « Quand pouvez-vous commencer ?» Je souris. Je commence 3 semaines après. Je travaille pour Archibald et Associés 2 jours par semaine. Je travaille pour Marchand et Associates 3 jours par semaine, le lundi, mardi, mercredi. Un jour est pour moi, le jeudi, pour rester chez moi à Fontainebleau, pour m'occuper de mes roses, pour lire, pour penser. 1 an passe, puis 2 ans, puis 3. Céline fait ses propres audits maintenant. Elle ne me demande plus comment faire. Elle l'a appris, elle l'a absorbé. Elle deviendra meilleure que moi, peut-être, parce qu'elle commence plus jeune et qu'elle a plus de temps devant elle. Laurent reste à la direction générale de Marchand et Associates. Il écrit toujours aussi. 2 livres depuis, toujours sur la gouvernance, mais avec plus de profondeur. Il me dit un jour qu'il va peut-être écrire un livre sur ce qui s'est passé. Comment une personne, juste une personne ordinaire, peut changer la trajectoire d'une organisation sans jamais crier, sans jamais menacer, juste en gardant son intégrité et en sachant exactement quand et comment agir. Je lui dis que c'est une bonne idée de livre. Ma fille Isabelle vient me voir plus souvent maintenant. Elle s'intéresse à ce que je fais, enfin vraiment. Elle comprend que je ne suis pas juste une assistante qui apporte du café. Elle comprend que j'ai construit quelque chose qui a du poids. Il y a un moment, environ 2 ans après tout ça, quand je suis à la gare de Fontainebleau, attendant le train pour Paris un lundi matin, et un homme descend du train. Il est très vieux, très distingué, avec un chapeau de laine gris. C'est Édouard Dufour, le conseil juridique. Il me reconnaît tout de suite. « Madame Lestrade », il dit. Il vient vers moi. « Maître Dufour », je dis. « Je suis vraiment désolé », il dit, « pour la mise en demeure. » « C'était votre métier ?» je dis.
Vous aviez une obligation envers votre client. Oui, mais vous aviez raison, et j'ai compris ça trop tard. Nous restons ensemble 1 minute, puis il monte dans le train, et moi aussi. Nous ne nous parlons plus après ça. Je ne déteste personne dans cette histoire. C'est peut-être ça que je réalise vraiment, au final, après réflexion. Je ne déteste pas Thibaut. Je pense qu'il a fait un travail horrible. Je pense qu'il était arrogant, qu'il parlait sans réfléchir. Mais je ne le déteste pas. Je pense qu'il a appris une leçon très difficile. Je pense qu'il va faire mieux, peut-être, la prochaine fois. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il continuera à être comme ça. Mais ce n'est pas mon problème. C'est juste que moi, j'ai su rester exactement ce que j'étais. Une gardienne. Quelqu'un qui protège les choses qui importent vraiment. Quelqu'un qui sait comment les choses vraiment importantes fonctionnent, comment les documents importent, comment les archives importent, comment la vérité importe. Et ça a suffi. C'était suffisant. C'est suffisant.